aider les gens qui ont des crypto-monnaies et qui souhaitent les déclarer aux impôts. On essaye justement de simplifier, déstresser les gens. On s'est rencontrés sur un site en ligne, cofondateur.fr. Pierre avait mis une petite annonce et du coup j'y ai répondu tout simplement. On a commencé à s'appeler, il y avait un bon fit. On s'est même pas rencontrés physiquement, on dit bah voilà, on va faire une première version. Quand on crée une startup, c'est compliqué. On veut évidemment aller vite, on veut être le meilleur. Et pour ça, il faut pouvoir se reposer sur son équipe. Et son équipe, il faut la choyer. Et je pense que c'est créer des liens humains. C'est super important. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis avec Ben Chevalreau, qui est le CTO et le cofondateur de Waltio. Et j'ai bien prononcé. Exactement. Je te remercie, Ben, d'avoir accepté l'invitation, puis de m'avoir invité dans vos locaux parisiens. Il y a des locaux lyonnais aussi. Exactement. Et merci à toi de m'inviter. C'est avec plaisir. Avant de commencer le podcast, je remercie Clément Fougeret qui nous a mis en relation, qui adore votre solution. Et c'est pour ça qu'il t'avait contacté, et on reviendra sur ce que... Bon, on peut peut-être commencer par ça, Waltio. Pas de souci. Il y a même un débat en interne sur comment prononcer le nom de la société, donc il n'y a pas de souci. On y reviendra en détail, mais Waltio, justement, c'est quoi? Vous faites quoi? Alors, très rapidement, en gros, on va aider les gens qui ont des crypto-monnaies et qui souhaitent les déclarer aux impôts. Donc c'est aussi simple que ça, et puis après très rapidement on va aller chercher toutes vos transactions, on va vous aider à vérifier que vos données soient cohérentes, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, donc c'est ce qu'on appelle un petit peu le robot fiscal. Et puis après on a codé le droit fiscal, et c'est-à-dire que basé sur vos données, on va faire le petit calcul nécessaire et on va vous dire quel chiffre mettre dans quelle boîte dans votre déclaration auprès de l'administration fiscale. Bon, pour tous ceux qui sont adeptes des cryptos et qui se considèrent comme phobiques administratifs, votre solution, c'est bien, quoi. Exactement, c'est vrai que je rentrerai peut-être pas dans les méandres de la réglementation fiscale. Pourquoi pas, s'il y a des petits trucs un peu sympas, originaux. Ça peut, c'est vrai que la réglementation est pas simple. Le faire soi-même est un cauchemar, soyons clairs. On a estimé que même une personne qui a très peu de transactions mettrait potentiellement plusieurs jours à vraiment calculer ce qu'il doit déclarer aux impôts. Et donc du coup, ça va être notre outil. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo d'aller voir les reviews qu'on a sur Google ou Trustpilot. Il y a vraiment des gens qui nous remercient. On les a soulagés d'un poids énorme. J'étais paumé. Exactement. Je renais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette habitude. On fait un placement financier, on reçoit un papier à la période du mois d'avril qui te dit quel chiffre mettre dans quelle boîte. Si tu as des SCPI, des assurances vie, etc., des prêts immobiliers. Et puis c'est vrai que la crypto, il n'y a rien. Et donc du coup, nous, on essaye justement de remplir ce rôle-là, de simplifier, déstresser les gens et essayer de leur apporter une solution pour faire un calcul au plus juste de ce qu'ils doivent déclarer aux impôts. Ok, bon nickel. Voilà. Nickel. Bon je sais que je crois que il n'est pas rentré dans les détails, mais je crois que tu as soulagé Clément, justement. Vous avez soulagé Clément. On y reviendra un peu plus en détail sur ce que vous faites et aussi le comment vous le faites. Super. Mais je sais que tu avais envie de partager aussi certaines étapes de ton parcours, et notamment des choses qui t'ont construit au démarrage, l'étranger. Exactement. Et là, je vais te laisser embrayer, quoi. Il n'y a aucun souci. Alors, c'est pas que j'ai une passion de parler de moi, loin de là. Mais souvent, quand je raconte un petit peu ce parcours, les gens sont un petit peu étonnés. Et surtout, chez Waltio, on a beaucoup de jeunes collaborateurs. Et quand je leur dis, vous savez, moi, quand j'ai commencé l'informatique, on me regardait avec des yeux ronds en me disant, mais tu trouveras jamais de job. L'informatique, c'est fini. Et c'est vrai qu'il y avait une grosse crise à l'époque. Attends, on parle de quelle époque, là? Moi, j'ai quasiment 40 ans.
Ouais. Donc voilà, la bulle Internet, tout tombait en fait. Et en fait, ça s'accompagne également par, en France, en tout cas à l'époque, être un développeur, tu étais assez peu considéré. Tu étais considéré comme un exécutant, mais tu avais assez peu à t'exprimer. Les postes qui étaient importants, on va dire à l'époque, c'est voilà, project manager, business analyst, où là il y avait quelque chose de créatif. Le développeur, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des requirements, il les développait, et c'était vraiment un exécutant. En tout cas, je le vivais comme ça. Et même, voilà, les salaires étaient relativement bas pour un développeur. Et moi, je me rappelle mes parents qui me disaient, mais Ben, fais pas ce métier. Toi, franchement, tu seras Ah jamais ouais? heureux. Ouais, ouais. Ah, Et c'est marrant. Donc, tu as été à l'encontre à l'encontre des préconisations ouais, des parentales. préconisations. Et du coup, bah voilà, Pourtant, il y a jamais eu. Bon, effectivement, post-2000. Bon, moi, je suis rentré sur le marché du travail. Alors, voilà, j'ai dû rentrer tout début des années 2000. Et quand j'ai commencé, on va dire, à me dire, tiens, je me mettrais dans l'informatique, c'était dans les années 90. Donc, voilà, c'était un autre monde quand même. Aujourd'hui, j'ai des développeurs qui ont 25 ans et qui ont encore du mal à comprendre ce que à ça pouvait être, comprendre, ouais. tu vois, du mal à comprendre déjà ce qui était Internet à l'époque. Tu vois, voilà, le 56K, il te fallait une ligne téléphonique, un gros fichier, tu le téléchargeais en plusieurs portions pour le reconstruire sur ton ordinateur. C'est des choses qu'ils ont du mal à imaginer, quoi. Et donc bon, alors j'avance un petit peu. Euh, du coup, moi, voilà, j'ai fait des études, on va dire, assez standard au début. Mon bac, j'ai failli pas l'avoir. J'ai voulu faire un DUT, j'ai été refusé. Donc je pars à l'université, on va dire, par dépit. Et puis bah là, super, moi je m'enrichis au fur et à mesure des années, je me sens de mieux en mieux, j'ai de meilleurs résultats, je finis voilà, un master d'architecture logicielle, on va dire assez épanoui. Et puis je commence à travailler, très motivé, et là un petit peu la déception parce que bah, retour à un job un petit peu de quoi, à des tâches un petit peu d'exécutant avec assez peu d'impact. Et je m'ennuie assez rapidement. Et du coup je parle à mes managers et je leur dis là je suis désolé mais je m'ennuie, je ne peux pas rester dans cette situation-là. Ils me disent bah il n'y a pas de souci. Va-t'en. Non, non, ils avaient vraiment cette volonté d'essayer de me satisfaire. Ils m'ont dit bah du coup on peut te financer une thèse. Et Ah ouais, sympa comme réaction. ouais, 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 franchement, il était super ouvert. Et du coup, bah voilà, j'ai commencé une thèse, quoi, un doctorat. Alors en plus, c'était un doctorat entre comment dire, excusez-moi, domaines qui étaient vraiment l'informatique. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment, à l'époque, on parlait beaucoup alors aujourd'hui, les gens connaissent encore l'UML. Mais à mon Ouais. époque, on parlait aussi de MDA, de MDE, donc voilà, Model Driven Architecture, Model Driven Engineering. Et l'objectif, c'était de pouvoir générer 80-90% d'une application juste en la modélisant auparavant. Et donc voilà, il y avait ce mouvement-là. Et puis à Nantes, c'était très fort parce qu'il y avait une équipe de chercheurs qui était très focus sur ça. Et puis en parallèle, j'avais un directeur de thèse aussi dans l'économie. Et donc Et l'objectif... MDA, c'est proche UML du coup dans sa philosophie. Parce que Alors, UML, je connais. Enfin, bien, c'est peut-être pas ouais. le terme, mais. Bah, en gros, UML, évidemment, donc langage de modélisation. Pour définir UML, bah, il faut ce qu'on appelle, donc on va faire un modèle UML. Le langage UML, lui, c'est ce qu'on appelle le métamodèle. Et après, pour définir le métamodèle, on a le métamodèle qui s'auto-définit lui-même. Et donc, en fait, l'idée était de pouvoir définir des nouveaux langages de modélisation similaires à UML, quoi, comme UML, donc en utilisant le métamodèle, Ouais. dans lequel tu peux exprimer tout ce que tu as envie. Hein. C'est très très large hein, parce que toute cette modélisation s'applique évidemment à l'informatique, mais s'applique énormément à l'aéronautique, à l'automobile, où justement ils ont un besoin de modélisation et après de génération, de spécification, etc. Donc moi mon objectif était de générer un langage alternatif à UML assez complet pour pouvoir exprimer des besoins. Et après, derrière, l'outiller pour pouvoir générer tout un ensemble de documents, mais également de codes, d'interfaces, pour commencer en fait à jouer avec l'outil et voir si ça répondait vraiment aux besoins initiaux, quoi.
Et donc tout ça dans un contexte de... Ça a marché? Ça a marché, ça n'a jamais été adopté. Aux personnes qui écoutent le podcast, s'il vous plaît, n'allez pas acheter ma thèse sur Amazon, vous perdez de l'argent. Non, c'était intéressant, c'était un bon cas d'usage et c'était intéressant en fait de confronter l'idéologie de mon directeur de thèse qui était très technique sur le MDA, MDE, MDM et mon directeur de thèse qui était plus sur l'économie, qui était lui avait pour objectif de améliorer le taux de succès des projets informatiques. Et c'est vrai que les projets informatiques, on a un taux de succès qui est quand même relativement bas comparé à d'autres industries. Combien de projets dépassent les délais, dépassent les budgets? Ah oui, alors ça dépend de ce qu'on appelle, qu'est-ce que tu définis comme succès, quoi. Bah, en gros, c'est vrai que si c'est, est-ce que les applis sont utilisées, est-ce qu'elles ont un ROI économique, mais si c'est, faut être dans le triptyque qualité coût délai, oui. Souvent, exactement. Il y a un côté, il y a un angle du triangle qui marche pas, quoi. Voilà, exactement, mais justement, c'est en comparant, on va dire, aux autres industries, il y a un constat qui est que... Ah bon, tu crois que c'est si différent que ça? Ah bah à l'époque, oui. Ouais. À l'époque, c'était le cas. Parce qu'il y a toujours... Enfin bon, j'imagine que dans les autres industries, ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes, mais je pense qu'ils ont moins d'opportunités ou moins de chance. C'est-à-dire que, alors en tout cas, c'est mon opinion, on met parfois beaucoup d'argent à réaliser un projet informatique sans vraiment se dire est-ce qu'il y a de la valeur à le faire. Moi au début de ma carrière, j'avais travaillé sur des projets avec l'administration et il y avait des millions et des millions d'euros qui étaient mis sur la table et puis on s'apercevait qu'en fait derrière, il y avait quoi? Il y avait 5-10 utilisateurs qui l'utilisaient. Ça améliorait pas vraiment la rentabilité. Et du coup, c'était de l'argent. Du coup, bah voilà, il y avait un outil qui traînait par ici, qu'il fallait maintenir. Donc, du coup, évidemment, des coûts de maintenance. Et ouais, donc, je pense, en termes d'autres industries, si on doit faire un comparatif, je pense qu'il y a assez peu de projets de tiens, on va créer un nouveau modèle de voiture, on va dépenser des millions, puis après, on va s'apercevoir. Et on la lance pas, quoi. On la lance pas, et puis en fait, bah, il n'y avait pas de marché. Ah mince. Ah, mais il n'y a pas vraiment de gens pour l'acheter. Ah mince. Et en fait, c'est... Ah ben mince, il faut rajouter encore plusieurs millions parce qu'on va la faire grossir en fait. On va en faire... on avait prévu une petite citadine, mais en fait, personne n'utilise la citadine parce que la majorité des personnes ont beaucoup de bagages. Ah ben c'est pas grave, on va en faire un SUV. Ah ouais, mais pour en faire un SUV, il faut qu'on revoie toute la base, ouais. Toute l'archi. Ah ouais, d'accord. Bon, bah du coup, on va peut-être en faire une citadine, mais un peu SUV, quoi. Et je pense que voilà, je pense pas qu'il travaille vraiment comme ça dans l'automobile, quoi. Ok. Voilà. Et donc c'était une thèse à la croisée des deux mondes. Une thèse à la croisée des deux mondes. Et donc voilà, une thèse que j'ai finie. Est-ce que ça t'a... Parce que du coup, tu es entrepreneur, et puis je crois que tu n'as pas eu que Waltio comme expérience entrepreneuriale. Ouais. Est-ce que cette thèse avec l'angle économique t'a aidé dans le lancement des projets ou t'as oublié le product market fit aussi? Non, je pense que c'est un trait que j'ai toujours eu qui est forcément on doit être à la recherche de la rentabilité et de l'utilisabilité. Moi j'ai toujours été frustré de faire des choses qui n'étaient jamais utilisées. Et ça m'a toujours marqué. Donc moi je veux coder parce que je suis un codeur et j'adore coder, mais qui vont être utiles et de manière rentable. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a rencontré un petit peu des codeurs fous qui font du code un petit peu pour se faire plaisir et en fait vraiment il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je vais utiliser le dernier langage super sexy parce que tout le monde en parle sur Twitter et j'ai envie de le tester. Ça n'a jamais été vraiment mon cas. J'ai toujours cherché en fait quand je fais quelque chose, son objectif c'est qu'il soit solide, qu'il soit réutilisable, qu'il soit durable. Et j'ai toujours gardé en fait tout le temps ces aspects-là en fait quand j'ai dans mes différents projets. Ok. Voilà. C'est pas le plus sexy, mais c'est vraiment important et c'est vrai que ça a toujours été un grand débat sur tiens, on se lance dans un projet, on prend quel langage de programmation?
Et il y a toujours eu des gens qui ont dit ah ouais, mais en ce moment là, le langage à la mode, c'est celui-ci. Franchement, faut y aller, on fonce. Et j'en dis mais attendez, notre objectif c'est d'avoir une société avec its développeurs. Et si vous ne pensez pas que dans 1, 2, 3, 5, 7, 10 ans, on va avoir des problèmes de recrutement? Et en fait, c'est toujours de se dire, faut aussi imaginer que si on prend une techno, faut trouver les développeurs qui vont en face. Et si on prend la dernière techno à la mode qui est sortie il y a quelques années, on prend des risques. On prend des risques de plus trouver de compétences en face. Et on prend des risques, du coup, des maintenances compliquées. Alors du coup, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu fais des choix tu fais pas le choix de techno à la mode quand tu fais, Non. tu fais les choix par rapport à quoi? Juste vraiment aussi par le marché des développeurs, qui est vraiment aujourd'hui quelles sont les compétences qui sont disponibles sur le marché Ouais. et à quel prix. Et j'espère que je vais pas froisser les gens, mais c'est vrai à l'époque, quand Kotlin était sorti, Ouais. tout le monde voulait aller sur Kotlin. Ah ouais, mais Kotlin, c'est génial, machin truc et tout. J'ai dit, ouais, c'est cool, moi j'ai fait du Kotlin, c'est génial et tout. Et j'ai fait un projet sur Kotlin. Et après, par contre, trouver des développeurs qui étaient capables de faire la maintenance de Kotlin, et ben on a galéré. On a vraiment galéré à trouver ces compétences-là. Et donc c'est pour ça, maintenant, je suis relativement vigilant sur des choix de langage de programmation, mais ça peut aussi aller sur les technos, de pas forcément prendre les derniers frameworks qui sont sortis. C'est vraiment se dire, ok, si je prends un framework, il faut demain je sois capable de trouver des développeurs qui puissent, voilà. Parce que du coup, chez Waltio, votre stack, il y a du Golang? Il n'y a pas de Golang. Il n'y a pas de Golang? Non. Vous êtes sur quel stack? On est des choses justement du coup assez standards. On est divisé sur 2 langages. On va être sur du Java Ouais. et sur du Node.js, quoi. Ok, bon, Voilà. pour le coup, dans 7 ans, tu trouveras. Exactement. Il ne devrait pas y avoir de sujet, quoi. Exactement. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et c'est rigolo, quand on a créé Waltio, une de mes ambitions, c'était de se dire, voilà, on a commencé avec trentaine d'utilisateurs, et c'est de dire, je ne souhaite pas qu'on change, que ce soit le langage, le framework, l'architecture. Je veux être prêt avec les premiers éléments de la plateforme à pouvoir scaler et construire par-dessus. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, aujourd'hui, on a plus de 50 000 utilisateurs. Et il y a encore du code, ma première ligne de code et tout ça est encore dedans, fait en Java, avec une archi qui tient la route, prête à scaler depuis le jour 1. Vous n'avez pas fait un POC que vous avez mis en prod, quoi? On n'a pas fait un pod qu'on a mis en prod, non. Ok, Ouais. vous avez construit un truc. L'archi a été construit dès le premier jour Ok. pour pouvoir scaler. Tu me parles d'archi, c'est quoi les choix? Pareil, c'est des choses assez standards. Alors ça dépend des composants, on va dire, de l'application. La grande majorité, on va être sur du Kubernetes. Ouais. Donc voilà, avec évidemment tout ce qui va avec, les Docker qui sont déployés, les microservices et tout ça. Rien de très exotique. Et après, on a toute une partie qui est faite en serverless. Donc là, qui est pour aller collecter justement la donnée des clients. On doit avoir sur ce composant une efficacité assez importante. Je pense qu'on y reviendra plus tard sur les challenges techniques qu'on a dû adresser pour ce composant. Mais voilà, ça c'est fait en serverless avec du Node.js. Vas-y, tout de suite, hein, du coup. Ok. Du coup, vraiment dans le parcours utilisateur, dans Waltio, la première étape, c'est collecter les informations des clients. On va collecter les informations depuis différentes sources, des wallets, des blockchains, des plateformes d'échange. Et alors ça paraît assez simple, hein. D'ailleurs, quand Pierre m'a présenté le projet, j'ai dit, ouais, c'est cool, quoi. Je suis CTO, je pense que je sais appeler une API d'une plateforme d'échange et aller récupérer des données. Je vois pas trop la complexité. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert la complexité. En gros, c'est vrai qu'il y a, pour ceux qui connaissent un petit peu les cryptos, j'en suis sûr qu'ils ont un compte sur Coinbase ou Binance. Et c'est toujours l'anecdote que je dis, c'est si aujourd'hui je veux synchroniser le compte client d'un utilisateur Binance, je dois envoyer entre 2000 et 3000 requêtes. Même Pour un seul compte. pour un seul compte. Pourquoi tu dois envoyer 3000 requêtes? Alors, même si ce client a genre 3 transactions sur Binance. Et en fait, ça a été designé selon moi, de manière pas idéale, qui est que, par exemple, si on fait du spot trading, donc qui est le trading traditionnel, je vais devoir demander à Binance
sur toutes les paires de trading s'il y a des trades. Donc je peux pas demander, tiens, s'il y a il y a des spot trades. Non. Spot trade, Un spot trade, c'est genre, voilà, j'ai du BTC, je vais l'échanger contre de l'Ether. Je vais aller sur la paire BTC Ether et je vais faire je vais faire un trade assez traditionnel d'échange entre les deux cryptos. Ok. Et donc du coup, moi de mon côté Waltio, je dois aller envoyer une requête. Je dis ok, est-ce que mon utilisateur a fait des trades sur du BTC Ether, du BTC USD, du BTC USDT, du BTC BNB, du BTC, et je dois faire ça sur toutes les paires de trading. Tu dois aller chercher, requêter sur toutes les paires combinaisons de trading. disponibles sur Binance. Tu peux pas aller juste récupérer. Pourquoi tu peux pas juste récupérer les 3 transactions Parce qu'il n'y a pas d'API disponible sur Binance pour faire ça. Ah, mais du coup, c'est Binance qui met pas à dispo, quoi. Exactement. Alors, c'est un monde que j'ai découvert, c'est qu'il y a des... Et tu peux pas... J'ai reçu c'est assez récent, l'épisode n'est pas encore sorti. Emmanuel Costa qui avait lancé l'application Bankin. Ouais. Et du coup, de ce que je comprenais, c'est que lui il allait se connecter directement au compte utilisateur en partant du principe que l'utilisateur, ses données, il en est propriétaire. Ouais. Et du coup, il va collecter les données que l'utilisateur l'autorise à aller collecter. Totalement. Tu peux pas faire ça, en fait. Ça, on peut le faire. Le problème, c'est qu'il y a énormément de contraintes sur l'accès aux données. Et en plus, il faut imaginer qu'aujourd'hui, il y a énormément de plateformes où il n'existe pas des API pour récupérer l'ensemble des mouvements que tu as fait sur la plateforme. Donc, c'est-à-dire que dans le monde de la banque, il y a des standards qui existent. Tu dois devoir mettre à disposition l'ensemble des données que tu as fait dans la banque. Dans le monde de la crypto, il n'y a pas du tout ces réglementations-là. Donc, c'est pas obligatoire, donc on le fait pas, quoi. Exactement. et nous, un de nos grands challenges avec nos utilisateurs, c'est de dire, voilà, on a essayé de collecter la majorité de vos données, mais on a des utilisateurs qui disent, ouais, mais là, vous me dites que j'ai vendu un Bitcoin, mais je suis à moins 1 Bitcoin, c'est pas possible. Et en fait, très souvent, on a ce travail d'investigation, de se dire, ok, alors du coup, vous avez utilisé quelle plateforme ? Quel type de produit vous avez utilisé cette plateforme ? Et on va bien vérifier que la plateforme expose bien ces mouvements, en fait, par API. Et c'est pas toujours le cas. Alors, il y a des bons players. Kraken, API, super simple. Ils ont une API qui s'appelle Ledger. Hop, pagination, on passe de page en page, on récupère tous les mouvements. Simple comme bonjour. Et puis, on a d'autres plateformes où c'est pas trop le cas. Et puis vous avez des trous dans la raquette, des plateformes que vous adressez pas ? On a des plateformes qu'on n'adresse pas. Il y en a vraiment des plateformes qui se créent tous les jours. Aujourd'hui, on supporte de mémoire 200 plateformes. Ah ouais. Donc pas mal. Il y en a évidemment qui nous manquent. Hein. On en rajoute quasiment toutes les semaines. Mais pour celles qu'on n'a pas encore et qui bloquent les utilisateurs, on a ce qu'on appelle un template Waltio, où en gros c'est un fichier Excel et les gens peuvent faire des copier-coller et en fait importer les données facilement dans Waltio, même si on ne supporte pas la plateforme. Ok. Et oui, donc ça a été le challenge technique chez Waltio. Ça a été vraiment la récupération de la donnée, qui paraît simple sur le papier. Les gens ne réalisent pas, mais il y a un travail vraiment énorme à faire, et surtout dans un temps limité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je connecte mon compte Binance sur Waltio, j'ai pas envie d'attendre 4 heures pour avoir mes données. Là, j'ai envie de les avoir rapidement. Et bien pareil, on a quand même des limitations en termes de nombre de requêtes qu'il faut, c'est une alchimie à trouver pour obtenir les données le plus rapidement possible, pour que le client puisse continuer. Et c'est vrai que par rapport à nos concurrents, on essaye vraiment de travailler là-dessus, qui est la récupération des données le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on a pris un peu cette approche idéalement serverless, pour essayer de paralléliser au maximum possible, mais pas trop, pour pas se faire jeter par la plateforme et se faire blacklister. Ok. Bon, ça fait partie de vos contraintes techniques, quoi. Exactement, contraintes techniques et également de se dire, dans le monde de la crypto, il y a toujours des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des transactions qui vont manquer. Pourquoi il y a des transactions qui vont manquer ? Je pense que on l'a vu dernièrement, il y a des plateformes qui ferment de manière propre ou impropre, mais les plateformes ferment et les gens perdent accès. Il y a des banques qui ferment. Il y a des banques qui ferment et les gens perdent accès à leurs données.
Et ça, comment on fait? Comment on fait pour les gens qui, du jour au lendemain, FTX qui ferme, la personne n'avait pas créé de clé API pour aller récupérer les données, n'avait pas téléchargé ses fichiers. Cette personne-là, elle peut plus récupérer. Et ce qui est critique, c'est que, en tout cas dans tous les régimes fiscaux crypto, il faut absolument l'ensemble de l'historique des transactions depuis votre premier trade, vraiment, depuis votre premier achat crypto. Pour calculer votre plus et moins-value, il nous faut l'historique entier. Et du coup, nous, on est entre les deux et on doit trouver une solution. Et on doit faire des recommandations et dire, si la plateforme est fermée, désolé, on n'a pas l'info. On n'a pas l'info, mais du coup, on essaie de les diriger un petit peu. On essaye de reconstruire des historiques. On essaye de... c'est douloureux, ouais. C'est douloureux pour les contribuables, ça c'est évident. Et du coup, justement, on a ce robot fiscal qui essaye vraiment... Mais une fois que tu as fait une déclaration d'impôt disons à instant T, quoi, l'année d'après, il te faut de nouveau tout l'historique parce que tu as déjà déclaré un... Totalement. Quoi. Si, par exemple, j'ai déclaré l'année dernière, c'est-à-dire que si je l'ai fait, c'est-à-dire que j'ai réussi à reconstruire l'historique. Ouais. Donc ça, j'ai pas de souci. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui décident de... alors aujourd'hui, juste parce que le régime fiscal français, en gros, on est imposé, quand on doit déclarer des plus et moins-values, à partir du moment où on a vendu des cryptos contre autre chose, donc des euros, des dollars, ou des biens et services. C'est-à-dire que j'ai acheté ma baguette avec ma carte Binance, ça veut dire que là, j'ai un mouvement imposable. Donc là, je dois le déclarer aux impôts. Quand tu achètes une baguette de pain... c'est un bien. Alors que tu achètes une Lamborghini ou une baguette de pain, c'est pareil, mais à partir du moment où il y a une conversion de ta crypto vers de l'euro ou du dollar, ou un bien ou un service, eh bien ça, c'est un mouvement imposable. C'est un mouvement imposable à partir du moment où tu as acquis la crypto à 10 balles et que quand tu achètes ta baguette de pain, elle vaut 12. Si tu dépenses 1 euro sur la baguette de pain, tu es imposé sur les 2 euros, les 10% des 2 euros. C'est ça que tu veux un petit peu dire, plus compliqué que ça. Ah. Toujours, c'était déjà pas évident. Toujours dans les règles fiscales, c'est toujours un petit peu plus compliqué. En gros, il faut déjà prendre l'entièreté du portefeuille. C'est-à-dire que si j'ai acheté du BTC en 2021 et aujourd'hui, et j'ai acheté également de l'Ether, et aujourd'hui je revends mon BTC, quand je vais calculer ma plus-value ou ma moins-value, je vais devoir valoriser mon portefeuille en entier. Donc je dois également savoir combien j'ai de BTC, mais également combien j'ai d'Ether, et savoir combien j'ai toutes mes autres cryptos. Aujourd'hui, on a des utilisateurs qui, oui, vont avoir 5 cryptos, mais on a des utilisateurs qui ont 600, 700 cryptos. Et on doit les valoriser, donc on doit avoir un stock au moment d'un mouvement imposable. Donc au moment où on va à la boulangerie ou dans un bar payer sa bière, eh bien là, notre outil doit être capable de valoriser le stock de chaque crypto que le client a. En définir évidemment donc, un prix global. Et donc du coup, avec ces informations-là, on peut dire, ok, là tu es en plus-value ou là tu es en moins-value. Ok. C'est un peu la foule, quoi. Et en plus, ça alors, est-ce qu'il vaut mieux aller acheter sa baguette de pain quand tu es en moins-value, du coup? Elle te coûte moins cher? Les impôts te rendent de l'argent? Non, les impôts ne te rendent pas d'argent. Après, là, c'est un petit détail, c'est important de savoir que même en moins-value, évidemment, on va pas être taxé, mais on doit quand même déclarer ses moins-values. Et lors d'un contrôle fiscal, si on n'a pas déclaré ses moins-values, potentiellement, l'administration fiscale pourrait mettre des amendes pour non-déclaration. Voilà. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est vrai qu'on se dit souvent, j'ai pas fait de plus-value, donc j'ai pas à les déclarer. En fait, c'est un raccourci en fait. C'est est-ce que le client a fait des mouvements imposables, donc a transformé du crypto vers de l'euro ou du dollar, ou des biens ou services. Et là, c'est vraiment la question de se dire, si la réponse est oui, il faut déclarer quelque chose. Plus-value ou moins-value, peu importe, il faut déclarer quelque chose. Voilà. Ok, donc là on commence à imaginer le volume de transactions, de requêtes, que vous devez quotidiennement faire
pour valoriser des portefeuilles 10-15 fois par jour éventuellement. Exactement. Ok. Et là, je fais juste une petite aparté. Donc, Waltio, on est français, Focus, voilà, contribuable français, mais cette année, on s'ouvre à d'autres pays. Et souvent, en France, on se plaint toujours de l'administration fiscale, les règles sont compliquées, c'est nul, c'est pourri, voilà. Et du coup, nous, maintenant, on connaît un petit peu plus les régimes fiscaux, donc crypto, des autres pays européens. Eh bien, on est vraiment pas mal du tout. Dans certains autres pays. C'est quoi les originalités là, que vous trouvez dans les Alors, autres pays? et justement, aujourd'hui, c'est la France qui est plutôt une originalité, dans le sens où si aujourd'hui en France, tu ne revends pas tes cryptos contre une monnaie fiduciaire comme de l'euro, tu n'as rien à déclarer à part que tu as un compte chez Binance, Coinbase ou Kraken. Donc c'est assez simple. Ouais. Si tu vas dans des pays où le crypto est imposable, c'est-à-dire que chacun de tes mouvements, il va falloir calculer une plus et moins-value. Donc c'est-à-dire que tu as commencé à acheter du BTC en 2021, et puis là tu as fait du trade du BTC Ether, de l'Ether USDT, de l'USDT. Et en fait, pour chaque mouvement crypto que tu vas faire, eh bien il va falloir calculer une plus et moins-value. Et même si tu n'as pas récupéré d'euros dans ta poche, eh bien potentiellement tu as quand même des impôts à déclarer. Ce qui n'est pas le cas en France. Et donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant sur le régime fiscal français. Après, on va pas aller dans les détails, il y a des choses qui sont plus intéressantes à l'étranger. Par exemple, en France, on n'a pas le report des moins-values. Donc si j'ai fait moins 1000 euros cette année, je les déclare aux impôts. Et l'année prochaine, je fais plus de 1000 euros. Ça ne changera rien. Je serai imposé sur plus de 1000 euros. Ok. Les moins-values ne sont pas reportables d'année en année. Ok, ça marche. Voilà. Je pense qu'on pourrait faire un podcast sur la fiscalité. Ouais, mais c'est vachement intéressant. Hein. Après, tu dois l'implémenter, toi, hein, techniquement. Ouais. Donc, on touche du doigt la complexité qu'il peut y avoir derrière. Quoi. Et puis là, on parle même pas des airdrops, des cashbacks, des NFT, du stacking. Voilà, il y a tout un champ. Airdrop, c'est quoi? Airdrop, c'est alors quand tu reçois des tokens, on va dire un petit peu tombé du ciel, un airdrop. Et, ouais. Et en gros, donc là, il y a souvent, ils sont catégorisés fiscalement normalement différemment. C'est genre, est-ce que tu as fait quelque chose pour les obtenir? Tu as liké un tweet, voilà, tu as fait quand même une action pour avoir cet airdrop. Ou vraiment, on t'a droppé des tokens parce que y a des projets qui se lancent et pour avoir de la visibilité, ils vont spotter des adresses et ils vont envoyer des tokens à tout un ensemble d'adresses. Donc tu reçois un airdrop, donc c'est vraiment des tokens entre guillemets gratuits que tu as le droit de revendre a posteriori. Donc ces tokens-là, en gros, comment ils sont catégorisés fiscalement? Tu les as acquis à coût zéro. Ouais. Donc aujourd'hui, tu reçois un token, on va dire le token Benjamin. Je t'envoie le token Benjamin. T'as rien fait aujourd'hui, donc t'as rien dépensé. Et puis dans un an, le token Benjamin marche super bien, il vaut 100 euros. Et si tu le revends, là, tu auras une plus-value de 100 euros. Parce que tu l'as eu à coût zéro et tu l'as revendu à 100 euros. Ça me paraît logique. Ça te paraît logique, c'est vrai. Après, il y a plein de complexités un peu. Normalement, l'airdrop, si tu as fait quelque chose pour l'avoir, ça devrait être normalement interprété différemment fiscalement. Et c'est un petit peu plus compliqué. D'accord. Vous gérez cette situation-là aussi? On gère, on recommande, on a une approche pour les deux méthodes. Et puis on va l'améliorer là dans les mois à venir, justement sur proposer aussi apporter plus d'informations pour choisir son option, comment on souhaite le fiscaliser. Ok. Voilà. Ok. Bon, avec tout ça, moi je t'ai coupé en milieu de thèse. Ouais, on a fait un petit détour. Du coup, milieu de thèse, je m'ennuie encore. Je suis un garçon qui aime bien qui est un peu super actif. Et là, je me dis, j'étais dans une PME, ça tournait bien, c'était cool. Et puis, je me dis, là, j'aimerais bien me frotter à des projets un peu plus compliqués. Donc, je pars pour une plus grosse société, Michelin. On me dit, tu vas faire des projets échelle européenne, Amérique du Nord. Donc là, je dis, c'est cool et tout.
Et donc, je commence ces projets, pareil, j'y reste une année, j'apprends énormément. Et je m'aperçois que c'est pas une surprise, mais mon niveau d'anglais est catastrophique. Et là, je dis, bah ok, si tu as de l'ambition, si tu veux aller loin, à un moment, il faut que tu sois capable, quoi, sois vraiment à l'aise avec l'anglais. Et là, pareil, je me dis, bah, tu envoies ton CV j'avais spoté une centaine de sociétés dans le monde, et j'ai envoyé mon CV à 100 sociétés. Et voilà, j'ai eu plusieurs réponses, et puis du coup, j'arrive à Londres avec un nouveau job. Et alors, petite anecdote, c'est vrai, quand j'ai fait mon interview de pré-embauche, donc il y avait 2 personnes qui faisaient cette interview, le CEO de la société, qui était aussi le CTO, et un développeur qui est devenu aujourd'hui mon meilleur pote, et des années après, qui m'a dit, honnêtement, quand tu as fait ton interview, j'ai pas compris grand-chose. Mais tu semblais connaître ton sujet, et tu étais sympathique. Donc j'ai dit, allez go, on le prend. Et donc du coup, j'ai commencé dans cette boîte-là. Je vais être très honnête, ça a été douloureux les premiers mois. Mon premier client était écossais. Projet à distance. Donc travailler avec des écossais, c'était un peu compliqué. Et puis après, voilà, j'ai eu des projets à Bristol et Cardiff. Et là, pareil, j'ai découvert, on va dire, la culture anglaise. Et c'était super intéressant. J'ai travaillé sur des projets sur Eurostar. J'ai travaillé au ministère de la justice anglaise. Et c'est vrai que, alors moi, j'ai une passion du voyage. Et j'ai vraiment une passion de découvrir, en fait, comment les gens, les spécificités locales. Alors, en disant, entre la France et le Royaume-Uni, il n'y a quand même pas grand-chose. Et bah si, en fait, il y a plein de trucs, et même des petites choses administratives qui sont surprenantes. Aujourd'hui, là, au ministère de la justice anglaise, donc je travaillais, moi, sur les jeunes délinquants. Et il n'existe pas vraiment d'identifiant unique pour un individuel. Nous, en France, on a la carte d'identité. Ta carte d'identité, elle a un numéro et on arrive à t'identifier. Ouais. Et là-bas, leur plus gros problème, c'était un jeune qui va à Manchester, qui fait une bêtise, qui est arrêté par la police. On le met dans le fichier, il est libéré. Puis après, il va à Leeds, il fait une autre bêtise. Et là, sauf qu'il ne donne pas exactement la même information. Il se rajoute un prénom, il se rajoute un préfixe, il ne donne pas la même date de naissance. Et là, ils n'ont aucun moyen. Ils ont pas de carte d'identité, en fait. Ils n'ont pas de carte d'identité. Et donc, c'était le plus gros problème, c'était la consolidation vraiment d'informations pour les jeunes délinquants. Et c'est un truc, voilà, pour moi, ça n'a jamais été évidemment un problème, mais là-bas, c'était le truc super important, quoi. Mais après, c'est pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, ta carte d'identité, généralement, c'est ton permis de conduire. Donc avant, si t'as pas de pièce d'identité, en fait, donc t'as pas de passeport. Voilà, beaucoup d'Américains avant voyagent pas trop. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment cette pièce d'identité qu'on a évidemment en France super. Je pense que beaucoup de gens qui ont des enfants font une pièce d'identité assez rapidement pour leur enfant. Là-bas, c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai découvert pas mal de choses en Angleterre. Découvert aussi l'univers startup. C'était ma première expérience dans une startup avec échange avec dans la société, on était français, italien, espagnol, portugais. Donc vraiment cette ambiance un peu l'auberge espagnole. C'était vraiment super. Et puis après, au bout d'un an, c'est vrai que c'est fatigant. Je m'ennuie. Non, je m'ennuie pas. Là, j'étais fatigué. J'étais fatigué parce que c'est une très grande ville. Et voilà, organiser quelque chose avec un ami, toi, il te faut 45 minutes pour venir dans le centre de Londres. Moi, il me faut 40 minutes. C'est compliqué. Tout est plus compliqué. Et donc, je dis, bon, allez, vas-y, on repart pour un voyage, pour une autre expérience. Donc, je refais le même processus. J'envoie des mails un petit peu partout. Et là, j'ai une opportunité aux États-Unis. Donc, j'obtiens mon visa. D'ailleurs, grâce à ma thèse, ça m'a permis de rentrer dans des quotas, on va dire, assez spécifiques, qui m'a permis d'avoir un visa assez facilement. Visa de travail. Un visa de travail. Ouais. Avant, j'ai du coup mon visa. D'ailleurs, ça, j'ai jamais trop compris pourquoi. Mon visa de travail il démarre tous au 1er septembre. Donc, j'avais devant moi 6 mois entre mon ancien job et mon futur job. Du coup, je suis parti 6 mois en Australie aussi, découvrir un peu comment ça se passait là-bas.
Et après ces 6 mois en Australie, bah, j'arrive aux États-Unis, à Atlanta. Et je me rappelle d'ailleurs quand j'ai accepté le job, on m'a dit alors en fait, t'as des options. Tu peux aller à Washington, tu peux aller en Floride, ou tu peux aller à Atlanta. Alors, j'ai dit bon, bah écoute, je vais réfléchir, on en reparle plus tard. Alors pourquoi Atlanta? Alors Atlanta, le siège de la société était là-bas, mais la société faisait beaucoup de contrats avec les gouvernements. Donc forcément, ils avaient un bureau à Washington. Et la Floride, parce qu'il y avait un des fondateurs voilà, qui habitait en Floride, donc ils avaient aussi un bureau en Floride. Et du coup, on va dire, quand on a commencé à préparer les choses, il dit, bon, bah en fait, on a réfléchi, bah tu viendras à Atlanta. Ah, il n'y avait plus d'options. Donc je me retrouve à aller déménager à Atlanta. Ça a été une vraie découverte. C'est-à-dire que je pense que on peut parler avec beaucoup de gens qui ont déménagé aux États-Unis. Et je pense que déménager à New York, à San Francisco ou à Atlanta, c'est des expériences différentes. Et Atlanta, pour moi, ce que j'ai apprécié, c'était entre guillemets les États-Unis comme on le voit à la télé, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais aucune connaissance d'Européens autour de moi. J'étais dans cette culture de l'arme. Hein. Ça, c'est un truc que je suis arrivé là-bas. J'ai pas envie de dire tous, mais bien 80% de mes collègues avaient des armes à feu chez eux, dans leur voiture. Et pour un Français, c'est assez choquant. 80%? Ah ouais. Moi, je j'ai pas envie de me tromper. Je sais que j'avais un collègue qui avait 7 armes chez lui. J'avais un autre collègue qui en avait 12. Alors c'est choquant hein, pour un Français de dire, mais ils sont malades en fait. Et en fait, non, quand on gratte un petit peu, on comprend que, alors oui, c'est l'histoire qui les a emmenés à ça. Et ils ont vraiment... Tout est drivé par le fait de... Je veux être capable de me protéger contre le gouvernement. Et ça, et en fait, c'est partout. Entre là où j'habitais et mon travail, sur la route, je pouvais être arrêté par 4 ou 5 forces de police différentes. Donc, il y avait la police d'Atlanta, il y avait la police de l'autoroute, il y avait la police de l'université, parce que son campus traversait l'autoroute, il y avait la police du comté, il y avait la police de l'État, et après, il y avait une autre police. Et en fait, j'ai dit, mais je comprends pas pourquoi la police de l'université peut m'arrêter sur l'autoroute. Ils me disent, mais en fait, nous, aux États-Unis, on veut des petites forces de police parce qu'on a peur qu'ils prennent le contrôle. Et quand moi, je leur ai dit en France, mais vous savez, chez nous, il y a 2 forces de police. La police qui couvre à peu près les villes et la gendarmerie qui couvre les campagnes. Et si, mais vous n'avez pas peur un jour que s'ils veulent prendre le pouvoir ou faire des abus de pouvoir, on se dit, bah non. Et ouais, c'est vraiment dans cet objectif de se protéger. Alors, contre ses voisins, mais également se protéger contre le gouvernement. C'est vraiment ancré dans leur ADN. Et c'est vrai, alors du coup, bon, bah, voilà, beaucoup d'armes. Et ma première sortie, on va dire, d'entreprise, première activité avec mes collègues, ils me disent, bon, bah voilà, on fait un truc entre collègues, tu veux venir? Bah ouais, bien sûr. Et bah, on va au stand de tir. Ah, ok, bon, on va aller au stand de tir. Et là, ça, c'était l'activité de boîte, quoi. Activité de boîte. Et là, je me suis trouvé vraiment dans un film où j'arrive sur le parking de stand de tir. Et là, juste à côté de moi, il y avait un pick-up délabré. Et je vois 2 personnes qui sortent de ce pick-up avec un fusil sur l'épaule, fusil cassé, voilà, cassé en 2 sur l'épaule, en train d'aller au stand de tir. Je me crois dans un film. Et puis bah, là, on a une démo de sécurité un peu bateau. Oui, il ne faut pas se tirer dessus. Et puis, et puis après, on commence à tirer. Et là, j'ai vraiment un de mes managers qui arrive et qui ouvre sa mallette. Et dans sa mallette, il y avait 5 armes. Il y avait, voilà, moi, je ne suis pas du tout expert en armes, mais des armes, on va dire, assez petites, mais également une mitraillette, une arme de la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été voilà, l'activité entre collègues, donc assez surprenant. Et c'est vrai qu'en France, on va faire des soirées karting et des soirées virtual reality, quoi. Ouais, mais encore une fois, hein, ça a été une découverte. Mais là, c'est naturel et c'était... ouais, okay. Il n'y avait aucun souci. Comme le premier déjeuner d'entreprise où c'est burger pour tout le monde, quoi. Dans un petit déj à 7h30. Et ça choque tout le monde, quoi. Mais c'est
Il y a plein de choses, il y a plein de petites anecdotes rigolotes quand ils font ce qu'ils appellent les potlucks où chacun ramène à manger. Et moi, quand je ramène mon plat, on me regarde avec des yeux. Alors, si vous voulez savoir, j'ai ramené une tarte au poireau. Donc, pas très original le truc, hein. Mais ils m'ont dit, mais sérieux, tu manges des poireaux comme ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, alors, personne n'a goûté de mon plat, hein. Mais c'est plein de choses. On va au supermarché, on achète des légumes. Et la caissière te demande, mais c'est quoi comme légumes? J'avais acheté des courgettes. Et là, tu te dis, ah ouais, vous savez vraiment pas. Tu vois, il y a plein de choses rigolotes. Tu vois, ouais, j'ai découvert vraiment plein de choses. Des gens adorables, vraiment adorables. Et on s'est vraiment plongé dans la culture américaine. Tu vois, c'est vraiment. On a fait les concours de barbecue. On a passé voilà, Noël chez des collègues où on a fait les Thanksgiving assez traditionnels. Tu vois, c'était vraiment sympa. Et donc là-bas, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert également que tout le monde avait cette ambition de réussir. Tout le monde est motivé pour avoir un succès. Alors, quelle que soit la manière, leur objectif c'était d'avoir un succès. Donc ils avaient tous un job, deux jobs, trois jobs, ils avaient tous leur entreprise et tout ça. Et moi ça m'a motivé vraiment à me dire bah ouais, prends-toi en main en fait. T'as les compétences, t'as l'envie, bah maintenant il faut te lancer. Quoi, personne va venir te chercher pour créer une boîte, c'est à toi de te bouger. Et petite anecdote là-bas. Donc toi, l'entrepreneuriat, c'est ce déclic-là, tu c'est ce rencontres déclic-là. des gens, C'est ils ont les tous envie États-Unis de... où je me dis, bah ouais, et dans le monde anglo-saxon aussi, les développeurs sont quand même reconnus et appréciés et valorisés. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment, que ce soit à Londres ou aux États-Unis, il y a eu j'ai ressenti ce moment de, ouais, tes compétences sont importantes, sont reconnues et on a besoin de toi pour faire quelque chose. Tu n'es pas que là pour faire un outil en fait. Tu es là pour le co-construire. C'est vraiment ce... Et ça a été moi un vrai rafraîchissement pour moi de me dire bah ouais, je suis développeur, je peux devenir CTO, je peux créer une boîte et je peux devenir voilà, un élément important dans une entreprise. Et puis du coup, c'est là que je travaillais beaucoup. On me disait oh là, tu travailles super vite, c'est assez incroyable. Et, alors souvent en France, on se flagelle en disant ouais, on travaille pas beaucoup. Bah, je peux vous assurer qu'il y a d'autres pays où le rythme est pas très violent non plus. Moi, je partais du bureau, il était 17h30, j'étais le dernier à partir. Et tous mes collègues partaient extrêmement tôt, 14h30, 15h, 15h30. Et c'est encore une fois... Ah ouais? Ah ouais, Bon, après, le petit-déj, il était à 7h30. Le petit-déj est tôt. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est pareil, c'est une découverte. Hein. C'est-à-dire comment les gens travaillent dans d'autres pays. Et mais ouais, assez rapidement, les gens, ils sont pas beaucoup au bureau. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un décalage entre les États-Unis et l'Europe. Et justement, bah eux, tout ce qui est télétravail, quand même, et travailler en remote, c'était quelque chose qu'ils ont un petit peu plus dans leur ADN que nous avant le Covid. Mais c'est assez... À mon époque, c'était une découverte, tu vois. À l'époque, moi, t'étais développeur, tu vas au bureau tous les jours. Là, j'arrive dans un environnement, ben non, pas du tout. Ah, ok. Et donc voilà, cette opportunité aux États-Unis, au bout d'un an, je m'ennuie pas, mais mais envie d'entreprendre, quoi. Envie d'entreprendre, envie de voir autre chose, toujours envie de découvrir. Donc là, je me mets en freelance. Je travaille toujours pour cette société aux États-Unis. Et puis, j'aurai des histoires assez rigolotes sur les clients que j'ai eu après aux États-Unis et traverser la douane américaine. Je pense que tout le monde a toujours souffert un peu de traverser la douane américaine avec les douaniers qui te regardent de bas en haut. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi tu viens? Ta petite goutte de sueur sur la tempe. Avec la petite goutte de sueur. Et assez agressif. Et à l'époque, moi, je travaillais pour le ministère de la Santé américain. Et du coup, j'arrive à la douane, donc quelqu'un d'assez agressif, qui vous êtes, tout ça. Et du coup, et c'est là où ça m'a toujours assez fait rire. J'avais des passes, forcément, pour rentrer dans les bâtiments. Et donc, il y avait le logo du ministère. Et donc, je le pose parce que fallait que je pose mes clés. Et le douanier le voit et il fait « Ah, vous travaillez pour le ministère de la Santé ?» Je fais « Oui, je fais « Mais vous faites quoi ?» Alors, je vais expliquer un peu. Il fait « Ah, ok. Ah, welcome back home. » Non, c'est pas parce que je travaille pour le ministère américain que les États-Unis, c'est ma maison, en fait. Et en fait, ils sont vraiment cette distinction entre
soit t'es américain et t'es mon copain et tout se passe bien, soit t'es étranger et je doute de tout ce que tu me dis et j'ai pas confiance en toi. Et en gros, j'ai toujours ressenti ça à la frontière américaine. C'est à partir du moment où ils identifient des éléments que, ah, ok, t'es quelqu'un qui connaît notre culture, qui a déjà vécu là, qui a ses habitudes aux États-Unis, pas de souci, tu peux rentrer. Par contre, dès qu'ils ont des petits doutes, mais C'est l'enfer. c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ma compagne qui m'a rejoint a eu des interrogatoires avec des douaniers, avec des questions complètement random. Ça a été des expériences, encore une fois, surprenantes. Et puis du coup, voilà, on a continué à voyager. On a voyagé en Guadeloupe, on est parti au Canada. Et à un moment, j'ai rencontré Pierre, donc Pierre, mon Ton associé. associé. Exactement. Et à l'époque, j'étais en recherche de projets entrepreneuriaux. Alors, j'avais eu quelques précédentes expériences qui n'ont pas été des succès, parce que justement, il y avait un besoin de rencontrer son duo, quoi, vraiment. Je pense que quand on fait un projet de start-up, faut trouver le bon équilibre. Alors, il y en a qui arrivent à le trouver avec 2 cofondateurs, 3, 4, 5. Mais avec Pierre, c'est vrai qu'on a réussi à trouver un équilibre assez rapidement. Les raisons pour lesquelles les autres projets n'ont pas été des succès, pour toi, c'est la maturité. C'est l'association, quoi. Ouais, l'association, la maturité en fait des personnes avec lesquelles je travaillais. C'est-à-dire qu'une start-up, entre guillemets, pour moi, faut tout donner. Il faut vraiment se consacrer à cette expérience-là. Et j'avais en face de moi généralement des gens qui le prenaient trop légèrement. Voilà, créer une start-up, c'est un all-in, quoi. Faut y aller. C'est pas un loisir. On peut pas créer une start-up comme ça. Et puis après, il y a aussi apporter les bonnes compétences sur la table. Et avec Pierre, voilà, moi j'avais évidemment les compétences techniques. Pierre, lui, avait les compétences business, comptable et fiscales. Et du coup, on se complétait totalement. Complémentarité. Exactement. Et l'anecdote rigolote, c'est qu'on s'est rencontrés sur un site en ligne, alors cofondateur.fr. Et Pierre avait mis une petite annonce. Exactement. Pierre avait mis une petite annonce. Et du coup, j'y ai répondu tout simplement. On a commencé à s'appeler. Il y avait un bon fit. On s'est même pas rencontrés physiquement. On dit, bah voilà, on va faire une première version. Et on était, voilà, deux bouts opposés du monde. Et, parce que toi, tu étais en Guadeloupe. À l'époque, j'étais en Guadeloupe. Et Pierre revenait juste en Europe parce qu'il voilà, il a travaillé au Japon, il a travaillé à Amsterdam, donc il revenait aussi en Europe. Et voilà, on a construit l'outil comme ça. Et puis, on a commencé à grossir. Voilà, on avait 30 clients, puis 300 clients. Équipe évidemment encore restreinte. Il a posté une annonce, c'est-à-dire que le projet, le produit, l'idée, tout était bien en place en fait. Ouais, le besoin auquel vous vouliez répondre. Le besoin, ouais, en gros, ce qu'il avait fait, c'est assez rigolo. Lui, il avait des cryptos, il en avait vendu et il voulait déclarer. Et là, il s'est aperçu, ah ouais, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Il a fait un document Excel. Il a commencé à le partager sur des groupes Telegram et voilà. Et plein de monde dit, ouais, mais c'est super, merci beaucoup. Et donc, il s'est dit, attends, il y a peut-être un business là sur ça parce que les gens, en tout cas certaines personnes souhaitent déclarer et ils ne savent pas comment faire. Et donc, c'est parti sur ce constat de, on va faire un test. Et puis voilà, on a fait les premières versions, on a découvert des choses. Hein. Par exemple, on avait fait une analyse sur le compte de Pierre et je lui ai dit, mais tu sais les frais de transaction que tu payes sur telle ou telle plateforme? Il fait, bah non, parce que c'est pas forcément, c'est un peu caché, quoi. Il dit, bah ouais, sur ton année, t'as fait tant de frais. Et en fait, on s'est dit, attends, mais là, il y a de l'intelligence à apporter, il y a de la donnée à apporter aux clients pour, découvrir un petit peu ce qu'ils ont fait dans l'année, ce qu'ils ont fait de la plus-value et de la moins-value, mais aussi combien ils ont payé de frais à telle plateforme. Voilà, il y a un petit peu d'insight à apporter à nos clients là-dessus. Et puis voilà, on arrive 300 clients, équipe assez restreinte. Entre-temps, moi, encore une fois, je déménage au Canada pour découvrir un nouveau pays. Et puis, le Covid arrive. Et à un moment, on arrivait là, à l'époque à peu près 3000 clients. On se dit, ok, là, on travaille bien, on est à distance. À Paris, il y avait déjà une petite équipe. Moi, j'avais des développeurs, mais en remote. Et là, je dis, si on veut vraiment passer l'étape d'après,
On peut plus être à l'autre bout On du peut monde pas chacun. on peut plus être à l'autre bout du monde. Et moi, je me rappelle, mon associé Pierre me regarde et me dit, mais Ben, t'es old school, quoi. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde a envie d'être remote. Personne veut aller dans un bureau. Et je fais, ouais, c'est vrai. Et à l'époque, c'était vrai. Mais moi, j'ai besoin d'avoir des gens en face de moi. J'ai besoin de challenger des idées. Et moi, passer ma journée sur des réunions Slack, Google Meeting et tout ça, c'est pas ce que j'aime, en fait. Moi, je veux un contact humain. C'est important pour moi. Donc, on monte ce projet-là. Et donc, je reviens en France. Donc ça a été une des motivations pour revenir en France. La deuxième, c'était... j'avais passé 10 ans à l'étranger, plus de 10 ans. Et donc, il y avait une envie de revenir. Et également une motivation de rentrer. Alors, ça peut paraître un peu... rentrer pour payer ses impôts. Alors, les gens... C'est très dans la lignée de votre business, en fait. C'est dans la lignée, mais c'est pas du tout un argument commercial. C'était vraiment... Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 8 ans d'études. À chaque année, j'ai dû payer, je sais pas, j'ai fait l'université, un doctorat, peut-être 1 000 euros, 2 000 euros. Et j'ai eu la chance de faire toutes ces études. Quand j'ai parcouru mes différents pays, je me suis aperçu que c'est pas le cas. C'est pas le cas au Royaume-Uni, c'est pas le cas aux États-Unis, c'est pas le cas au Canada. Et je dis, si je veux que d'autres personnes aient la même chance que moi, je peux pas rester à l'étranger et dire, ouais, je paye moins d'impôts à l'étranger. Non. Je dois rentrer en France, je dois payer des impôts pour que d'autres personnes puissent justement aller à l'université et puissent utiliser les services qu'on a en France. Je parle même pas de la santé. Aujourd'hui, on dit beaucoup que la santé, ça marche pas, ça va mal, et c'est vrai en France. Mais c'est vrai, quand on compare à d'autres pays où j'ai pu parcourir, on est bien lotis. Et on a cette chance-là. Et en fait, tout ça, tous ces voyages m'ont conforté dans l'objectif de revenir et payer ses impôts en France. Tu parles des impôts perso, là, ou tu Impôts parles perso, des impôts de Waltio et sur pareil, le résultat, hein, tout ça? à l'époque, j'étais freelancer, donc j'avais ma société. Et c'est vrai que quand je suis revenu, on m'a dit, ouais, si vous savez, quoi, le mieux, c'est créer une petite société en France, puis créer une société, alors je ne me rappelle plus, hein, au Luxembourg ou je ne sais où, pour éviter l'imposition, etc. Et moi, j'aurais dit, mais alors, pas du tout. Je ne souhaite pas justement prendre des détours pour ne pas payer d'impôts. C'est pas le sujet, quoi. C'est pas mon ADN et je trouve ça injuste. On ne peut pas utiliser un système quand ça nous arrange et puis le dénigrer quand on veut pas, voilà, on veut plus participer, quoi. J'en ai plus besoin, donc je ne participe plus. Ça marche pas comme ça. En tout cas, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et donc du coup, voilà, retour en France. Dans un tout petit bureau à Lyon et ouais, donc a posteriori, voilà, mon associé et d'autres collaborateurs m'ont dit, ok, au début on comprenait pas trop pourquoi tu voulais avoir un bureau, et maintenant ils me disent, mais en fait ça a été super important parce que on a créé un esprit d'équipe. Pour moi, aller boire une bière à la fin du taf et discuter ensemble, c'est ça en fait qui crée une équipe. Et c'est pas pour moi des réunions Google ou Zoom ou etc. ou des messages sur Slack. En fait, selon moi, quand on crée une startup, c'est compliqué. On veut évidemment aller vite, on veut être le meilleur. Et pour ça, il faut pouvoir se reposer sur son équipe. Et son équipe, il faut la choyer. Et je pense que c'est créer des liens humains. C'est super important. Et donc c'est pour ça que moi j'avais besoin d'avoir des gens autour de moi. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut questionner, on va dire, les gens dans la société, et je pense qu'ils le ressentent vraiment, c'est cette importance dans l'ADN de Waltio. On est très tourné sur l'humain. On cherche leur bien-être, on cherche à ce qu'ils évoluent. Alors ça peut paraître, désolé du terme, mais un peu bullshit, hein. Mais c'est vraiment dans notre ADN. Je parlais c'était hier justement, je faisais un point avec un stagiaire et qui me dit, mais moi quand je suis arrivé dans Waltio, j'étais surpris d'être intégré comme un employé en fait. Et je leur dis, bah ouais, mais nous Waltio c'est ça, si t'es là, t'es pas là pour être un stagiaire à faire des tâches dans ton coin qu'on n'a pas envie de faire, et parce qu'un stagiaire ça coûte pas cher. Non, tu dois apporter. Tu dois apporter et tu as le devoir de critiquer, dans le sens, je demande à tout le monde dans la société, moi, ok, est-ce que tu as des retours à faire sur le produit? Est-ce que tu as des retours à faire sur la société? Comment tu penses? Quelle est ton opinion sur
les messages que Pierre et moi, on diffuse auprès de l'entreprise. Et ça, pour moi, chaque personne dans la société a le devoir de se prononcer et se dire « Ouais, là, je suis aligné, là, je suis pas aligné pour telle ou telle raison. » Voilà, on a envie d'écouter tout le monde. Après, parfois, on n'est pas aligné, forcément. Mais c'est important d'écouter tout le monde. Pour l'instant, vous êtes une taille où... On peut le faire. Vous pouvez le faire. Exactement. Aujourd'hui, on est 20 dans la société, donc c'est vrai que c'est encore faisable. On est conscient qu'à un moment, ça va être compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même des traits qu'on peut conserver. Et alors, du coup, on se revoit dans 1 an. Ouais. 1 an et demi. Vous en êtes où? Vous pouvez encore écouter tout le monde ou vous avez grandi? Alors. Est-ce que tu commences à sentir... est-ce que c'est quoi les challenges ou contraintes techniques, orga que tu vas rencontrer, que tu sens que tu vas rencontrer en termes de structuration autre? Alors c'est une très bonne question. Alors déjà, c'est que on n'a jamais eu l'ambition non plus d'être une société avec plusieurs centaines d'employés. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que à être les bons éléments dans la société, on peut faire un très bon produit sans rajouter des couches de... évidemment, quand on parle à des investisseurs, ils se disent ouais, dans 5 ans, vous voyez où? Alors parfois, ils ont envie d'entendre ouais, on est 1000 employés, 2000 employés. Vous avez fait x10. Et ça, moi, en people et en CA. Exactement. Mais moi, le x10 en personne, ça n'a jamais été mon rêve. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une équipe tech à 200, 300 personnes. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, des gens compétents et motivés. Donc là, c'est le premier élément. Et donc, pour moi, dans 1 an et demi, les challenges, ils sont reliés à... Donc actuellement, on est massivement donc, en France. La majorité de notre CA se fait en France. Mais on a ouvert la Belgique il y a 1 ou 2 mois. Là, on est en train d'ouvrir l'Espagne. On va ouvrir un autre pays avant la fin de l'année. Donc, pour moi, le gros challenge... Tu sais lequel? Ouais. Tu peux pas en parler. Non. Le gros challenge va vraiment être cette internationalisation. Alors, forcément au niveau logiciel, mais également au niveau structurel, qui est à partir de quel moment on a envie ou besoin d'avoir des gens localement dans chaque pays. Quand on est un SaaS, généralement on se dit bah non, on n'a pas besoin. Sauf que nous, on est quand même dans l'aspect réglementaire. C'est-à-dire que, encore une fois, notre outil, on n'est pas une boîte à outils. C'est-à-dire que les régimes fiscaux sur la crypto, c'est toujours compliqué. Et nos clients, on veut qu'ils, en gros, mettent leurs données, on te fait le calcul pour eux et tout se passe bien. Et ils n'ont pas à aller chercher, tiens, l'airdrop, est-ce qu'il est taxé comme ci ou comme ça? Non, on veut le faire extrêmement simple. C'est pour ça que nous, à chaque fois, on fait des partenariats avec des cabinets d'avocats locaux pour justement comprendre la loi et pour pouvoir l'implémenter. Ouais, ok. Mais ce qu'on a besoin aussi, c'est que les gens dans chaque pays arrivent à s'identifier à l'outil. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas utiliser un outil américain pour déclarer mes impôts en France. Je veux utiliser un outil français. Et donc, du coup, je pense qu'on va avoir ce challenge de dire, est-ce qu'à l'international, il faut que les gens arrivent à s'identifier en tant que Waltio, c'est aussi un expert de la fiscalité espagnole, un expert de la fiscalité belge. Et pour ça, je pense qu'il va falloir potentiellement des gens sur place, potentiellement natifs, qui arrivent à représenter la marque et l'ADN de Waltio. Tiens, tu t'en as pas parlé, mais dans la genèse de la boîte, c'est marrant, je fais le parallèle avec Manuel Costa de Bankin. Enfin, là, tu me parles de réglementaire, mais ce que tu m'avais dit, c'est que vous avez lancé la boîte dans un contexte où il n'y avait pas de loi, quoi. Ouais. Où votre boîte, elle pouvait couler ou devoir pivoter en fonction d'un régime légal inconnu, quoi. Au tout début, c'est vrai que c'était très compliqué. Donc, il y a eu une loi qui a été mise en place le 1er janvier 2019. Avant, c'était vraiment le Far West. Alors, ça l'est encore, hein, soyons clairs. Bon, toi, t'aimes bien les États-Unis, donc ça t'allait, quoi. mais voilà, c'était vraiment l'inconnu. 1er janvier 2019, il y a cette loi. Et cette loi permet un peu de structurer. D'ailleurs, c'est vraiment une loi donc, en France sur les actifs numériques, donc les cryptos. On est un des seuls pays européens à avoir une loi dédiée aux actifs numériques.
Dans les autres pays, c'est plus de l'analogie. C'est-à-dire que, ok, on a déjà un régime fiscal sur tel type de produit financier. On fait On un va peu dire que pareil, les quoi. cryptos, c'est à C'est un peu peu près ça, pareil. et puis on le met dans la même boîte. Alors que là, en France, c'est quand même bien, parce que sinon, on a un cadre assez clair. Mais je pense qu'il faut être euh, assez clair que dans beaucoup de pays encore, les réglementations sont très instables. Elles peuvent changer, pas du jour au lendemain, évidemment. Hein, le processus réglementaire prend toujours un petit peu de temps. Mais oui, on n'est pas à l'abri de changements réglementaires. Une- un élément qui pourrait être critique pour Waltio, c'est si demain la France dit bon bah maintenant pour calculer vos plus-values, on regarde votre valeur au 31 décembre, on regarde votre valeur au 1er janvier, et puis on fait un moins, et puis on regarde combien vous avez fait de plus-value. Ça n'arrivera pas. Mais c'est vraiment, on dépend en effet des régimes fiscaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on choisit un pays où on souhaite bah, voilà, se déployer, on fait une analyse extrêmement précise du régime fiscal. On a une équipe en Ah bah, interne. c'est le cœur C'est le cœur de votre métier, de quoi. notre métier, exactement. Et c'est pour ça, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de comparer vraiment le régime fiscal français à d'autres régimes fiscaux. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de surprises. Il y aura de la réutilisabilité. Enfin, tu vas pouvoir. Ton produit, il est construit de telle sorte que tu vas pouvoir utiliser Ouais, du ouais. code quand même. On a beaucoup, on est toujours parti sur cette ambition d'être sur plusieurs pays. Donc, tout ce qui est modèle fiscaux, c'est du plug and play. Donc, c'est vraiment une boîte qu'on rajoute en fonction du pays sur lequel on va. Donc s'il y a des boîtes Et- similaires ou Exactement. identiques ou pas loin, Exactement. Alors, le régime français, très honnêtement, en Europe, il y a assez peu de similarités avec d'autres régimes. Par contre, le régime fiscal espagnol et belge ont de grosses similarités. Bah, en gros, c'est le crypto imposable avec, alors, je ne suis pas rentré dans les détails, mais avec un modèle FIFO, donc le FIFO First In First Out. ok. C'est ouais, c'est vraiment une trame qui est bien utilisée par d'autres pays européens. Ok, Voilà. ok. Bon, donc du coup, on a compris, les challenges, les gros challenges à venir, ils vont être sur l'internationalisation et avec un objectif de rester flat en Ouais. organisation le plus longtemps possible, voilà, et Exactement. efficace dans ce type d'organisation, quoi. Exactement. Et puis après, tout le monde sait actuellement, voilà, l'économie, ça va pas tip top. Et le monde de la crypto, encore moins, on est dans un bear market. Donc voilà, notre objectif, c'est d'être résilient. Évidemment, cette année, très peu de gens ont fait de la plus-value. Donc c'est voilà, faire comprendre aux gens que si vous avez fait de la moins-value, il faut aussi les déclarer, c'est leur apporter d'autres outils également. Donc là, voilà, je ne peux pas trop en parler maintenant, mais on va essayer d'apporter des innovations dans l'outil pour que Waltio soit plus vraiment vu comme un coût, mais vraiment comme un outil que je peux utiliser tout au long de l'année pour m'aider, on va dire, à faire des choix d'investissement. Alors, c'est très large, hein, ce que je dis, hein, c'est très obscur et ça dévoile pas grand-chose. Mais voilà. Ah ok, donc tu veux apporter une dimension pilotage de portefeuille au-delà de la déclaration d'impôt, quoi. Alors nous, on sera toujours quand même sur le sujet taxe. Hein. Ouais. C'est notre, voilà, encore une fois ADN. C'est notre Ouais, cœur mais de si tu es métier. capable de valoriser ton portefeuille à chaque fois, enfin si tu es obligé de le valoriser à chaque fois que C'est ça. tu fais une plus-value, autant dire combien, autant l'afficher, quoi. En fin d'année, par exemple, donc fin d'année dernière, on avait fourni un outil, alors qu'on avait appelé stratégie fiscale, c'était de se dire, si vous avez fait beaucoup de plus-value, mais là votre portefeuille s'est un peu effondré, vous avez potentiellement une opportunité de faire une vente, donc récupérer de l'euro dans votre poche et annuler la plus-value que vous avez fait au préalable. D'accord, ok. Donc là, c'est juste se dire, ouais, je vais peut-être vendre un petit peu de crypto, prendre un petit peu d'euros, pouvoir partir en vacances avec ma famille et du coup, éviter également de payer peut-être 1000 euros ou 2000 euros aux impôts. Ok, bon bah c'est des évols, ok. Eh ben écoute, on voit bien les chantiers qui vont t'animer dans les mois, peut-être années à venir. Ouais, Ça nous amène, et pourquoi pas se revoir dans 1 an et demi, 2 ans, justement, pas de souci. pour voir où vous en êtes. J'en arrive à quelques questions un peu classiques.
de CTOs. Est-ce que pour les questions finales, est-ce qu'il y a une phrase, un proverbe, une maxime qui t'accompagne? Alors, il y en a plusieurs. D'ailleurs, mes collègues se moquent souvent de moi. Il y en a une qui est assez vraie, que je croyais. J'étais pas vraiment aligné avec celle-ci au début. Qui est seul on va vite, ensemble on va loin. Et c'est vrai que ça au début, C'est pas mal. et j'étais ouais, oui, ok. Et ça s'avère de plus en plus vrai, en tout cas dans mon parcours. C'est que faut savoir s'entourer pour aller loin. Certes, on va moins vite, mais bah on ira loin. Et c'est se reposer encore une fois sur son équipe, construire une équipe autour de soi, dans laquelle on a confiance. Et c'est vraiment, ça fait vraiment partie, encore une fois, de Waltio, de se dire, bah voilà, on va pouvoir aller loin avec les bonnes personnes autour de nous. Ok. Bah écoute, j'aime bien le. Je vais le retenir. Je l'aime bien. Est-ce que bon, je sens que sur le surnom, je vois à peu près où ça va nous mener. Ouais, c'est vrai que le Ben, le Benj ou le Benji, mais voilà, c'est vrai que voilà, on m'a toujours appelé Ben, mes parents m'ont toujours appelé Ben, et je pense que même certaines personnes ne connaissent pas mon vrai prénom, et ils me connaissent que par Ben en fait. Ok. Bien plus simple. Ok. Voilà, je voyais assez bien où ça allait nous mener, quoi. Surtout à l'étranger, hein, quand on arrive dans un pays et son prénom c'est Benjamin et son nom de famille c'est Chevalreau, et parler à des anglo-saxons, Ben, c'est bien, quoi. le Chevalreau a été assez maltraité. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? Alors, est-ce que je donnerais un titre à cet épisode? Alors, moi, je suis assez mauvais dans ce genre d'exercice, mais mon objectif, en tout cas, était dans cet épisode aussi, c'est d'expliquer un peu mon parcours et dire, en fait, tout développeur a une opportunité potentiellement d'aller dans l'entrepreneuriat. Donc, est-ce qu'on pourrait trouver un titre qui s'associe à cette idée? J'étais parti sur autre chose, moi. Mais Ah ouais? ouais. Ouais, j'étais parti sur un truc genre fiscalement vôtre Ah ouais. ou le Far West, c'est fini, quoi. Le Far West, c'est fini. Le Far West, c'est fini parce qu'en plus, non mais parce que le terme Far West, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup justement au quotidien avec mes équipes. Donc ouais, le Far West, c'est fini, j'aime beaucoup. Ok, ça fait référence à ton passage US, Exactement. La plus le fiscalité, Far West fiscal est terminé, ouais, quoi. ouais, Ok, ça me va très bien. et bah partons là-dessus. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée et que t'aimerais que je te pose? Alors, je dirais pas forcément une question, c'est un sujet, c'est vraiment quelque chose qui est encore une fois important chez Waltio. Je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, qui était tout le monde a son mot à dire dans notre société, quelle que soit sa position. Tout le monde peut critiquer tout le monde, évidemment de manière constructive. Mais c'est... Et avec le ton approprié. et en respectant ses managers. Mais c'est vraiment l'inclusion de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans notre société des profils extrêmement différents. Des gens qui sont plusieurs années d'expérience, et puis il y en a qui sont tout nouveaux. Et puis, voilà, on a des hommes, on a des femmes, on a des gens d'origines différentes. Et en fait, c'est que on est complètement... ça ne doit jamais être pris en compte. Et c'est vrai que alors, je peux faire un petit peu l'analogie à une de mes collègues, donc qui est, on va dire, notre experte légale, fiscale dans la société. Et c'est une femme qui a beaucoup d'expérience, mais qui est très jeune, qui a un look surprenant pour une fiscaliste. et pour moi, entre guillemets, ça ne doit pas être un sujet. C'est-à-dire que je ne souhaite pas qu'on prenne des décisions en fonction des personnes avec qui on va parler. Des fois, on va parler à... En fonction de la couleur des cheveux et des habits ou Exactement, autre, et des fois, on va parler à un groupe voilà, des cinquantenaires qui sont dans la finance depuis des années, et parler à une femme qui a une 20 et quelques années et qui a un style peut-être considéré comme atypique pour certaines personnes, ça doit être un non-sujet. Et dans notre société, je ne veux pas, on ne veut pas que ce soit un sujet. Et ça doit être sur tout, vraiment. Ça doit être sur voilà, le genre, ça doit être sur l'âge, ça doit être sur l'expérience. Et
C'est pas parce que tu nous rejoins que tu as 6 mois de développement, que t'as pas ton mot à dire et tu as le droit de commenter. Et un autre profil que j'aime bien dans notre société aussi, c'est là on a un alternant qui nous a rejoint. C'est un ancien gendarme. Et, marrant. Et c'est pareil en fait, c'est pas parce que c'est une reconversion. Si aujourd'hui tu rejoins la société, encore une fois, tu dois être actif. Tu peux pas être en tant qu'observateur. T'as ton mot à dire, quel que soit ton parcours. Ouais, ok, c'est la première fois que tu développes, c'est la première fois que tu es dans une startup, c'est la première fois que tu es dans une société. Et ça, c'est assez rigolo. Et ça a été pas un choc, mais une découverte pour lui, de se dire ah ouais, mais alors ça se passe complètement différent. Et on a eu pas mal de discussions justement sur sa vie précédente, et il avait des a priori justement sur comment ça se passait dans une société. Et donc voilà, c'est vraiment l'égalité de tout le monde dans la société. Ça, c'est important. Et ça, même si demain on est 50, 100, 150, 300 personnes, c'est vraiment important qu'on garde cette idée-là. Elle sera évidemment pas exprimée de la même manière. On ne pourra pas tous parler à 300 autour d'une table et donner son opinion. Mais en tout cas, ça doit driver vraiment le fonctionnement, selon moi, de l'entreprise. Ok. Et ben, ça sera une belle conclusion. Merci. Et je te remercie d'avoir participé. Et je vous souhaite plein de réussites dans les challenges à venir. Merci à toi, et puis j'espère que ce podcast intéressera quelques personnes. Oh, ça sera plus que quelques. Merci beaucoup. Salut. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.